remercier pour votre invitation. Et puis je réalise aussi que je suis le dernier obstacle, ou presque le dernier obstacle avant le déjeuner. Donc je vais essayer de... Je ne peux pas parler aussi vite que certains des intervenants passés, mais je voudrais d'abord rajouter une petite couche à l'intervention de Gérard de la Martinière avec ce graphe qui montre un peu les 20 plus grandes compagnies de technologie au monde. Et vous voyez que du bleu et du rouge. En fait, il y a 11 américaines et 9 chinoises. C'est quand même assez grave. Quand on regarde un petit peu ce qui s'y passe, la France et l'Europe sont en train de devenir des colonies numériques. Alors, dans le domaine de la santé, c'est un petit peu différent. Si vous regardez le même tableau dans le domaine de la santé, disons pour les 10 plus grandes entreprises mondiales, il y a 7 américaines, il y a 2 Suisses et une norvégienne. Ceci dit, ça va changer très vite parce que la santé, demain, ça sera des données. Et qui a les données? C'est évidemment les Américains et les Chinois. Ils ont les données, ils ont les capacités en intelligence artificielle et ils ont un cash absolument illimité pour investir dans le domaine de la santé. Donc, si vous voulez, on est dans une situation assez difficile. D'ailleurs, c'est noté par le rapport de Cédric Villani, qui souligne à juste titre la qualité de la recherche en France et par exemple, dans son cas aussi en informatique, puisqu'il parlait des données massives, mais déplore évidemment la fuite des cerveaux, qui est toujours, comme d'habitude, pour les entrepreneurs comme pour les chercheurs, un petit nombre, mais les gens qui comptent souvent, le manque d'attractivité de la France, et puis le peu d'implication du milieu universitaire dans les startups, malheureusement. Alors, pourquoi une politique industrielle? Parce que c'est un peu ce quoi appelle Cédric Villani. C'est simplement, d'abord, il faut se poser la question. Quelle est la défaillance de marché? Bon, ça, c'est relativement facile à trouver. Quel problème on cherche à résoudre et puis quelle politique suivre? Alors, je voudrais faire d'abord une distinction rapide entre deux types de politiques. Il y a une politique non ciblée, et ça, j'appellerais ça une politique qui n'est pas une politique industrielle. Et puis après, les politiques industrielles qui, elles, sont plus ciblées, soit vers certains secteurs, certaines technologies, et voire certaines entreprises. Alors, exemple de politique non ciblée, juste pour dresser un peu l'environnement, les aides à la R&D. Alors, on se demande un peu quelle est l'efficacité de ces aides à la R&D. C'est très difficile à calculer, évidemment, parce qu'il y a plusieurs effets qui entrent en compte. Un effet, c'est effectivement le profit réalisé par les entreprises, mais évidemment, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a les pertes d'activité pour les concurrents, les gains pour le consommateur et surtout les externalités technologiques, ce qu'on appelle les spillovers, les retombées sur les autres entreprises et les innovateurs en général. Excusez-moi. Voilà. Donc, c'est très difficile à calculer. Les économistes ont fait un peu des progrès là-dessus. C'est un article de chercheurs du MIT, de Stanford et de la LSI, qui est un peu l'état de l'art dans le domaine, et qui montre que l'investissement optimal en R&D pour la société serait environ 2 fois ou plus de 2 fois celui qui est observé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des spillovers qui sont extrêmement importants sur le reste, donc il y a trop peu de R&D. Et donc il y a toute une technologie, parce que c'est très difficile à identifier ce genre de choses. Avec aussi la conclusion peut-être un peu déprimante pour certaines personnes dans la salle que les petites entreprises ont des rendements sociaux moins forts que les grandes entreprises, parce qu'en général elles sont sur des niches technologiques assez propres qui font qu'il y a moins de spillover, de retombées sur les entreprises. Mais disons qu'en tout cas il y a un cas très clair qu'il faut aider à la R&D. Autre exemple de politique non ciblée, il y a le prix du carbone, puisque c'est d'actualité, qui est recommandé par la très grande majorité des économistes dans le monde, qui en général sont assez hostiles aux politiques de command and control, c'est-à-dire des politiques très, très ciblées, justement, l'approche administrative. Tout n'est pas mauvais, d'ailleurs, dans l'approche administrative, mais dans l'ensemble, qui coûte beaucoup plus cher aux entreprises à objectif environnemental donné. Donc, le prix du carbone, c'est un autre exemple où il y a une défaillance de marché, mais on ne fait pas de politique industrielle. On résout la défaillance de marché soit par une subvention, soit par une taxe. Aide aux PME, c'est un autre exemple. On sait très bien que les PME ont des problèmes de financement, donc on aide au financement. Alors les financements, il y a beaucoup d'aide au financement des PME. Après, il y a d'autres problèmes pour les PME dont je ne vais pas parler, parce que sinon vous
vous n'auriez pas de déjeuner. La politique industrielle. Alors la politique industrielle, le cas théorique, l'argument théorique pour la politique industrielle est assez clair. Il y a des arguments solides. Il y a des effets de cluster, de réseau. On partage des infrastructures. On partage de l'information de façon en général assez informelle parce qu'une partie de l'information et des connaissances qu'on peut avoir sont des connaissances tacites qu'on ne peut pas simplement trouver dans des articles ou sur Internet. Ça a été montré dans Silicon Valley. Vous savez aussi que Apple, puisqu'on mentionnait l'iPhone tout à l'heure, Steve Jobs a commencé simplement en échangeant et il a découvert les inventions de Xerox Spark. Et puis, vous savez qu'Apple fait très peu de recherche et développement et que toute sa technologie vient en fait de Xerox Spark, des investissements publics, etc. Mais il a découvert localement en discutant comme ça avec les entreprises. L'apprentissage, le marché du travail, il ne faut pas négliger le marché du travail. C'est-à-dire qu'une entreprise innovante est faite pour évidemment échouer parfois. Et on veut aussi trouver de nouveaux défis. Donc, il y a une question de mobilité pour la personne, pour l'époux ou l'épouse, etc. Et c'est vrai que d'avoir des clusters, ça facilite cette mobilité quand même, il faut bien le dire. Donc, il y a un marché du travail qui est plus fluide. Il y a d'autres raisons que les effets de réseau. Puisqu'on est à Toulouse, Paul Sibrat, il y a une vingtaine d'années, avait fait une étude sur Airbus disant que la politique industrielle avait été bonne dans ce cas particulier, en particulier parce que ça réduisait le pouvoir de marché de Boeing, qui autrement aurait été un monopole, mais c'est un bien public mondial. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les Européens qui ont bénéficié, mais c'est le monde entier qui a bénéficié de ça. J'ai oublié de parler aussi de la recherche publique, une forme de le financement de la recherche par l'État, qui est aussi une forme de politique industrielle, sur laquelle je vais revenir en détail par la suite. Alors pourquoi, étant donné qu'il y a ces raisons très fortes de promouvoir la politique industrielle, pourquoi les économistes, dans la grande majorité, ne sont pas très enthousiastes vis-à-vis de la politique industrielle? Il y a la devise, le cliché habituel, hein, l'État choisit les gagnants et les perdants choisissent l'État. Donc ça, c'est une possibilité. Alors on va toujours citer les mêmes exemples, on les connaît. Hein. C'est pas très scientifique, mais bon, ils sont là, ces exemples. Les deux grands problèmes, évidemment, c'est que l'État peut choisir au hasard, n'être pas très informé. L'autre problème, c'est que l'État peut être capturé par les lobbies. En France, puisque c'est d'actualité, on a eu le problème du diesel, les subventions massives au diesel, qui se sont révélées être catastrophiques, évidemment, par des gouvernements successifs, hein, les années 90, les années 2000, etc. Le sang contaminé avant, pour protéger les industriels français, etc. Donc ça, c'est un petit peu un problème. Et ce sont les deux écueils classiques de cette politique industrielle. Mais il y a aussi des succès. C'est-à-dire que bon, ceux qui dénigrent la politique industrielle, évidemment, ne parlent pas toujours des succès. Mais alors on va voir que ces succès ont des recettes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de politique industrielle qui est mauvaise, et il y a aussi de la politique industrielle qui est bonne. Et quelque chose qui va peut-être vous étonner, le pays de la politique industrielle, ce sont les États-Unis. C'est pas forcément là où on en fait le plus, mais c'est là où on le fait souvent le mieux. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Si vous voulez faire de la politique industrielle, je ferai 8 recommandations. Voilà. Alors, la première recommandation est évidente, c'est pourquoi on en fait. Il faut se poser la question, quel est le dysfonctionnement du marché pour essayer de comprendre. Deuxième recette, c'est d'utiliser une expertise indépendante et qualifiée pour choisir les projets et les récipiendaires des fonds publics. Donc, un des exemples réussis de la politique industrielle aux États-Unis, c'était effectivement tout ce que le ministère de la Défense a créé, de l'Internet aux interfaces graphiques. Ah non, les interfaces graphiques, c'était avec Xerox Spark, mais beaucoup de choses que vous avez dans votre smartphone viennent du ministère de la Défense et beaucoup d'autres choses encore. Alors, ils ont utilisé des managers de très très haut niveau, extrêmement qualifiés, avec des contrats courts de 4 à 6 ans et beaucoup d'autonomie et indépendants. Dans le domaine de l'éducation, qui est évidemment l'enseignement supérieur à la recherche, où là, évidemment, les États-Unis ont un avantage comparé énorme, ils ont utilisé effectivement le National Science Foundation, National Institute of Health,
qui ont été très importants, qu'on a mimiqué en Europe avec c'est vraiment, il faut le souligner, c'est un grand succès. C'est le Conseil de la recherche européen et c'est quelque chose qui marche très 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 bien. Et ça, c'est une politique industrielle évidemment de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais c'est quand même quelque chose qui marche très bien. Ensuite, il faut être attentif à l'offre. C'est pas tout de dire, moi je voudrais avoir de la biotechnologie, je voudrais avoir de l'environnement, etc. Je veux faire un cluster là-dessus. Il faut vous poser la question de est-ce que vous avez les personnes et l'infrastructure, mais avant tout les talents qui vous permettront de créer ce que vous voulez. C'est bien d'avoir une mentalité Field of Dreams. Je crois que c'est le film avec Kevin Costner, Jusqu'au bout du rêve, c'est ça, en français, où il construisait un terrain de baseball et puis il s'imaginait que les joueurs au milieu de nulle part, et il s'imaginait que les grands joueurs allaient arriver. Évidemment, dans le film, ils arrivent, mais c'est pas comme ça que ça se passe en pratique. Et donc, il faut vous dire, bah oui, mais je fais un truc de biotechnologie. Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que j'ai les grands chercheurs qui vont attirer des étudiants qui vont faire les startups, etc., etc. Est-ce que vous avez ça? Et est-ce que ça va marcher comme ça? C'est pas parce que vous avez des bâtiments que ça va se passer. Il faut adopter une politique industrielle, si possible, neutre vis-à-vis de la concurrence. Il ne faut pas fausser la concurrence entre entreprises. Alors, par exemple, un danger, c'est que les entreprises en place pourraient être inquiètes de l'innovation de rupture, parce que ça crée une cannibalisation de leurs propres activités. Mais plus généralement, avoir une certaine neutralité, c'est pas mal. Ne pas préjuger de la solution. Ça, c'est encore, on trouve dans le management par DARPA. Oui, je n'ai pas expliqué ce que c'est que DARPA. DARPA, c'est l'organisme de recherche du ministère de la Défense américain qui, depuis assez longtemps, mélange des financements aux universités. C'est eux, par exemple, qui ont créé les départements de computer science dans les années 60. Maintenant, évidemment, les États-Unis dominent en computer science, même si en France, on a des bons informaticiens. Et ils financent les entreprises, ils financent les deux. Ils essaient d'avoir des startups jusqu'aux grandes entreprises. Avec des objectifs clairs, mais pas, on ne préjuge pas. C'est-à-dire que vous voulez diminuer, je ne sais pas, l'empreinte carbone du pays, vous voulez effectivement avoir des solutions techniques, mais vous ne décidez pas de quelle solution vous allez, quelle est la solution qui va être gagnante, parce que vous ne le savez pas fondamentalement. Voilà. Donc ne pas préjuger trop de la solution. Par contre, avoir des objectifs clairs. Sixième recommandation, il faut évaluer ex post et diffuser les résultats de cette évaluation. Alors ça, c'est pas très drôle. C'est pas très drôle, d'ailleurs personne ne veut le faire, hein, parce que voilà, c'est plus marrant de le faire ex ante que de le faire ex post une fois que c'est terminé. Il faut aussi prévoir une fermeture en cas d'évaluation négative, hein, ça c'est quand même important. Je voudrais dire, il est normal, on finance l'innovation, il est normal qu'il y ait des échecs. Ça c'est quelque chose de classique. Et des programmes qui ont un très fort pourcentage de maintien de l'activité au bout de 5 ans ou de 10 ans, c'est suspect d'une certaine manière. Alors, ça peut être parce que les projets ont été très bien choisis, mais ça peut être aussi parce qu'on ne sait pas arrêter des projets qui ne marchent pas. Alors, c'est très important de pouvoir arrêter des projets qui ne marchent pas, d'exercer effectivement son pouvoir d'actionnaire ou de prêteur, pour pouvoir arrêter ce qui ne marche pas et pour pouvoir libérer des fonds pour des projets qui, eux, vont marcher. Et ça, c'est quelque chose que le privé fait parfois mieux que le public. On ne sait pas trop faire. Et je pense que c'est vraiment, vraiment important de le savoir. Associer fortement le secteur privé à la prise de risque quand c'est faisable, bien sûr. Et puis, étant dans une université, je ne peux pas résister à l'envie de dire qu'il faut renforcer nos universités. Je vais parler justement à une conférence Banque européenne d'investissement BCE jeudi prochain, et j'ai fait une liste des 10 ou 11 problèmes avec l'université européenne. Je crois qu'il faut le dire, nous sommes en retard, nous sommes très très en retard au niveau universitaire. Et donc il y a un problème, et c'est un problème d'argent bien sûr, mais ça va bien au-delà de l'argent, c'est tout un problème d'organisation des processus, de la gouvernance, etc. Donc ça, c'est vraiment un problème tout à fait important.
Et évidemment, il faut encourager les liens entre secteur universitaire et industrie. Ce qu'on voit très très peu en France. Enfin, il y a des progrès quand même, mais c'est quand même pas très, très brillant encore. Alors, donc, la politique industrielle, souvent, elle est très très mal faite, mais on sait comment la faire. Donc, il faut accepter, si on veut la faire, il y a des bons arguments pour la faire, il faut accepter un certain nombre de critères. Et ça, c'est vraiment le message de ces quelques minutes. Et ces critères ont fait qu'aux États-Unis, par exemple, la recherche publique ou parapublique a donné naissance à de nombreuses entreprises. Il y a des estimations d'un Français du MIT, Pierre Azoulay, qui montrent effectivement que, par exemple, la NIH a eu beaucoup de répercussions directes et indirectes sur les entreprises privées de médicaments aux États-Unis. Ils font des mesures, c'est pas facile. D'ailleurs, de façon surprenante, c'est pas toujours prévu. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 50% des retombées des projets de la NIH qui sont dans un domaine médicamenteux différent de celui de la bourse qui a été attribuée. Donc il y a des utilisations tout à fait imprévues de ces médicaments, de ces projets de recherche. J'ai mentionné le ministère de la Défense, DARPA, qui a vraiment donné naissance à énormément des technologies que nous utilisons aujourd'hui tous les jours. On voit aussi ça avec la NASA aujourd'hui. Les algorithmes de Google, bon, il y a eu beaucoup de recherches qui a été financées par la NSA. Il faut comprendre que tous ces géants américains, il y a beaucoup de la recherche qui a été faite par la puissance publique. Alors évidemment, implicitement, il y a une retombée locale, parce qu'on peut dire, après tout, la NIH, DARPA, NASA, la NSF, etc., ça peut profiter à l'Europe, ça peut profiter à d'autres pays, mais le fait est que ça profite essentiellement aux États-Unis. Je pense en partie parce qu'il y a une question de connaissances tacites, il y a des connaissances qui se divulguent, y compris par la mobilité des chercheurs, qui, elle, est quand même plutôt locale, tant qu'on offre de bonnes conditions. Et encore une fois, c'est basé sur des stratégies vertueuses avec des experts reconnus, indépendants de la prise de risque, sans parti pris, une capacité à stopper des projets, et puis un financement important et sans saupoudrage. Donc, vous regardez l'exemple de la DARPA, il existe plusieurs livres. Il y a un livre de chercheurs du MIT qui va paraître en 2019 qui est tout à fait intéressant aussi là-dessus. Ils choisissent vraiment de façon indépendante les meilleurs, ceux qui vont réussir. Et ça explique aussi un peu leur succès. Alors, la politique industrielle, c'est pas tout, évidemment. Et il y a des compléments ou des substituts, ça dépend à la politique industrielle. Bon, évidemment, aujourd'hui, un des grands sujets, c'est le droit de la concurrence. Que faire avec ces entreprises gigantesques bon, on peut en parler si vous voulez, on pourrait passer des heures à faire ça. Qu'est-ce qui se passe avec les données, les problèmes de fiscalité, le SR, encore une fois, c'est un grand sujet, avec le retard qu'on prend. Aussi dans l'éducation, il faut bien dire, je pense qu'il n'y a pas que dans le SR, dans l'éducation en général, plus généralement on prend du retard en Europe, surtout en Europe du Sud d'ailleurs. Et puis, effectivement, simplifier les structures, etc. Je vais m'arrêter là parce que je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je serais heureux effectivement, de répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Et puis merci surtout effectivement de laisser, je pense qu'il y aura beaucoup de questions dans la salle, donc nous allons pouvoir les prendre dès maintenant. Peut-être je vais commencer par une question en attendant que les autres arrivent. Vous parlez effectivement de promouvoir l'entrepreneuriat dans l'université. De manière plus concrète, vous voyez quel type d'action ? Il y a déjà quelque chose de culturel, hein, c'est clair. Bon, c'est en train d'évoluer, mais on voit très bien que dans les universités, l'idée de commencer son entreprise, de démarrer son entreprise est une idée qui est quand même un tabou encore dans beaucoup d'universités.
Bon, c'est en train de changer, je pense. Après, il faut effectivement qu'on ait des cellules très, très spécialisées au sein des universités, mais peut-être pas forcément au sein des universités, parce qu'on veut, ou même au sein des régions, on veut des gens qui connaissent énormément, parfaitement tel domaine de la biotechnologie ou autre, de façon à pouvoir sélectionner les bons projets et les encourager. Après, il faut aussi évidemment qu'il y a... Moi, j'ai gardé une attache un peu au MIT et c'est très intéressant. Ceux d'entre vous qui êtes allés à Kendall Square, qui est à côté de Cambridge, à côté du MIT, vous avez toutes les grandes compagnies pharmaceutiques mondiales et vous avez des start-up à l'infini. Il y a des bâtiments. Quand j'étais étudiant, c'était des entrepôts. Vous ne pouviez pas y aller à 8 heures du soir. C'était d'ailleurs assez dangereux. Maintenant, vous avez un des endroits les plus riches des États-Unis, le leader mondial dans les biotechnologies, sans même avoir une école de médecine, d'ailleurs au MIT. C'est très intéressant. Maintenant, comment ça s'est passé? Ça s'est passé simplement que il y avait des professeurs remarquables qui ont attiré des étudiants non moins remarquables, qui eux-mêmes ont fondé des start-up, utilisant les professeurs d'ailleurs dans leur conseil scientifique. Donc le professeur du MIT faisait appel à un professeur de Stanford pour être au conseil scientifique et effectivement aider les start-up avec des conseils et puis certifier aussi les start-up. Donc là on voit la génération spontanée qui s'est passée dans un quartier. Et le MIT s'est enrichi avec ça, non seulement avec des prix Nobel, mais aussi avec de l'argent, parce que ce qui s'est passé, c'est que le MIT avait racheté tous les terrains du voisinage qui ne valaient rien, parce que c'était vraiment, comme je vous le disais, quelque chose, un quartier qui était complètement délabré, et ils ont racheté ça, et maintenant ils louent donc la puissance publique, enfin, le MIT, même si c'est une université privée, j'assimile ça dans la mesure où elle a une vocation d'enseignement et de recherche et a gagné beaucoup d'argent avec cela. Amandine Garcia-Villard de l'Autorité des marchés financiers, puisque vous avez la slide complément à la politique industrielle toujours projetée, je suis intéressée par le point 1, réglementation. Selon vous, la réglementation, notamment celle développée par les autorités de marché, se plante-t-elle et constitue-t-elle une aide ou un frein au développement d'industrie numérique en Europe? Alors, je ne sais pas si je vais parler de la réglementation des marchés, mais bon, ça a déjà été mentionné. Il y a la question des financements de long terme qui est quand même quelque chose de difficile, puisqu'en France, il y a Solvency II qui évidemment réduit l'investissement de long terme. Il y a les habitudes culturelles, le fait qu'on investit notre assurance vie en euros plutôt qu'en unité de compte, ce qui est quand même assez paradoxal, surtout pour des gens qui parfois ont un horizon de long terme. On a l'absence de fonds de pension, etc., qui font que c'est assez difficile en France de financer le long terme. Et d'ailleurs, la puissance publique doit intervenir pour remplacer ça. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé aussi les commentaires sur l'aspect contracyclique. C'est vraiment important d'avoir aussi des politiques qui sont contracycliques, parce qu'on voit même aux États-Unis le financement qui se passe de l'innovation. On voit quand même qu'il y a quand même une cyclicité qui est quand même importante. Donc je pense qu'une des choses qui a été utile, c'est par exemple après 2008 que la BPI soit intervenue pour continuer à financer les choses. Il faut du contracyclique. Donc on a un petit peu cette problématique, mais je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, si vous voulez la préciser un peu plus. Ouais. Alors sur les ICO, moi je me suis prononcé là-dessus et je vais peut-être ne pas être très populaire là-dessus. Hein. J'avais écrit un papier dans le Financial Times sur les cryptocurrencies. Je ne juge pas blockchain. Hein. Blockchain, c'est une technologie, j'ai pas de problème avec ça. Mais sur les cryptocurrencies, là, c'est quelque chose. C'est une bulle pure et simple. Donc c'est quelque chose qui n'a pas de valeur intrinsèque. On lui attache de la valeur,
C'est comme l'or d'ailleurs. L'or a pratiquement pas de valeur intrinsèque, il en a un peu, mais c'est quelque chose qui n'a pas de valeur intrinsèque. Donc si demain on décide tous ensemble que Bitcoin vaut 0, ça vaudra 0, point final, puisqu'il n'y a pas d'autre utilisation que vous pourrez en faire. Donc c'est quelque chose qui... c'est très difficile, on ne peut pas prédire. On peut pas prédire que Bitcoin ne sera pas le nouvel or, en fait. Ça pourrait, mais pourquoi pas? Ça pourrait... c'est clair que les milliers de cryptocurrencies ne vont pas devenir le nouvel or. Il y en aura peut-être un ou deux au maximum, mais je ne sais même pas si ça va être le cas. Je ne voudrais pas que ma banque investisse là-dedans, ça c'est sûr. Après, que des investisseurs privés investissent là-dedans, c'est leur droit. Hein. Moi, ça ne me regarde pas et ça marchera peut-être, j'en sais rien. À partir du moment où ils sont conscients des risques, moi quand j'ai écrit cet article, je ne sais pas quelle était la valeur du Bitcoin, si c'était 10 000 ou 20 000, maintenant c'est à 4 000 et quelques. Ça fluctue beaucoup. Mais d'un point de vue social, c'est quelque chose, là où on peut dire un peu plus, d'un point de vue social, c'est quelque chose sur lequel on peut dire un peu plus. C'est-à-dire que le Bitcoin, quand même, pose plusieurs problèmes. Et ce n'est pas seulement les problèmes classiques de blanchiment de l'argent, d'évasion fiscale, etc. Il y a d'autres choses. D'abord, ce qu'on appelle le seigneurage. Le seigneurage, c'est simplement le fait que quand la BCE émet des euros, quand la Fed émet des dollars, etc., l'argent va à l'État. L'État, à l'Europe, va aux États-Unis, et ne va pas dans les mains privées. Alors que dans le cas de Bitcoin, d'une part, il y a une partie qui va dans les mains privées avec les ICO, les Initial Coin Offerings, et d'autre part, il y a une partie qui est complètement gâchée, parce que quand vous faites du mining, ça veut dire que vous faites une course pour être le premier à avoir un nouveau Bitcoin. Donc ça, c'est un gâchis social. On gâche de l'énergie, on gâche des ordinateurs spécialisés, etc. C'est un gâchis total. Et enfin, je voudrais bien savoir comment vous feriez de la politique monétaire en 2008 avec des Bitcoins. Donc moi, j'ai des réticences assez fortes, et je pense que les ICO... de ce côté-là, utilisant des cryptocurrencies, c'est déjà un peu risqué. Ma foi, si les cryptocurrencies marchent, pourquoi pas? Mais je n'en sais rien. Je pense qu'il va y avoir des réveils douloureux. Et je ne suis pas très, très confiant que ça va marcher. Enfin, là, je m'imagine que je me suis déjà fait un certain nombre d'ennemis dans la salle, mais je suis assez réticent vis-à-vis de ces choses-là. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec la technologie blockchain. C'est simplement cette utilisation particulière de la technologie blockchain. Pardon, c'est moins une question qu'un commentaire. Pour illustrer l'impact de DARPA, il faut savoir aujourd'hui que la voiture autonome est un projet DARPA d'il y a une vingtaine d'années. Voilà. Alors, question. Une question par là. Bonjour, merci avant tout sur la qualité du débat. C'était vraiment très très intéressant. La première partie aussi, mais vraiment très très bien. Juste pour compléter la première intervention sur les définitions et sur le point agricole-viticole, il y a déjà des acteurs qui anticipent et qui investissent sur le long terme par rapport au changement climatique pour investir de nouveaux vignobles et de nouvelles cultures. Après, dans votre, je crois que c'était la diapositive 2, sur le classement là, que vous avez fait, on est d'accord, la valorisation, c'est la valorisation boursière, le classement. Donc après, derrière, il pourrait y avoir quand même la liquidité, parce que si vous mettez tout ça sur le marché, quelle liquidité réelle finalement ça aura? Mais surtout, également, par rapport à ça, est-ce que on voit que ce sont des sociétés américaines et chinoises, mais derrière, est-ce qu'on a parlé de l'action des femmes et des hommes politiques chez nous? Il y a des investissements qui sont faits, donc il y a une qualité aussi de vie dont on profite. Donc, dans ce que peut être nos sociétés, si on compare nos sociétés, finalement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments à prendre en compte par rapport après au bien-être qu'on peut avoir dans nos différentes cultures et sociétés d'un côté et de l'autre de l'Atlantique? Et donc, est-ce que c'est le seul indice qui dirait le dynamisme même, par exemple, des États-Unis par rapport à l'Europe ou par rapport à la Chine? Enfin, et quel est par rapport même de richesse, vous voyez, Non, mais bien sûr, non, mais
il y a effectivement la qualité de vie, et on le sait très bien à Toulouse, mais là, je parle simplement de la puissance de feu. Alors d'abord, on est quand même, je dois avouer, sur la question long terme, moi je suis désolé par ce qui se passe vis-à-vis de la taxation carbone. Je trouve que dans tous les pays, et maintenant dans le nôtre, parce qu'on avait fait un effort maintenant quand même, la taxation carbone, même s'il y a des tas d'exonérations à droite et à gauche, on en a 55 €, on est presque au niveau scandinave. Et là, tout le monde est dans la rue pour protester contre ça. Alors, on pourra discuter pendant des heures, mais il y a un problème fondamental. Là, on est en train de sacrifier complètement les générations futures pour notre bien-être courant. Alors après, on peut discuter qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Ça, je suis tout à fait prêt. Mais l'idée qu'on ne va pas avoir de taxation environnementale, nous sommes criminels. J'utilise le mot à bon escient, je pense. Nous sommes des criminels. Nous sommes en train de mettre le monde, nos enfants en danger avec ce problème. Alors évidemment, nous sommes tous responsables. Il n'y a pas que la France, il y a tous les pays qui sont responsables. Et chacun, effectivement, essaie de se dire que c'est les autres qui paieront les coûts. Et évidemment, on voit ce qui s'est passé depuis 30 ans. Alors ça, c'est juste une introduction, parce que je peut-être pas... Mais là, je parle simplement de la puissance de feu. Qu'est-ce qui se passe ? Toutes ces entreprises ont des valuations extrêmement élevées. Elles sont d'ailleurs assez peu endettées. Elles ont des valuations extrêmement élevées et elles ont un cash illimité. Elles investissent dans les données de façon massive. Donc c'est ça qui va leur permettre de faire la voiture autonome. Toute la santé, tout le domaine de la santé va être dominé par ça, le domaine de l'assurance, le domaine de ceci, le domaine de cela. Alors parfois avec des alliances, avec des entreprises qui s'y connaissent, bien sûr. Mais on voit très bien ce qui est en train de se passer. C'est incroyable. Vous allez en Chine, vous allez voir Ant Financial. Vous allez à Hangzhou et vous allez voir Ant Financial en Chine. Qu'est-ce que fait Ant Financial après, entre autres choses? C'est de faire des prêts aux PME. Elle fait des prêts à des millions de PME, des prêts de moins de 4 000 $. Ça vous prend 3 minutes à faire votre demande de prêt. Vous avez la réponse en 1 seconde. D'accord ? Pourquoi ? Il n'y a pas d'intervention humaine. C'est entièrement basé sur les données. Donc les coûts pour Ant Financial, alors pourquoi ils peuvent faire ça ? Et c'est profitable. Pourquoi ils peuvent faire ça ? Tout simplement parce qu'ils ont toutes les données. Alors parfois, ça nous ferait un peu frémir, mais ils ont toutes les données d'e-commerce. Donc ils sont liés à Alibaba et donc ils ont toutes les données. Ils ont des données de réseaux sociaux, même s'ils ne sont pas très forts dans le domaine. Ils ont des données à droite à gauche, tous les Alipay, tous les paiements, etc. Ils savent tout. Ils savent absolument tout sur la PME, en fait, et les propriétaires. Et donc, ils font des prêts. Alors, ils ont été aidés en partie par les 4 grandes banques chinoises qui sont des banques d'État à qui on demande de prêter aux entreprises d'État. Donc les PME, évidemment, sont négligées par les grandes banques chinoises. Donc eux, ils sont engouffrés dans la brèche, mais avec des données massives et avec des coûts de transaction quasiment nuls. Alors effectivement, il faut développer des programmes, ça coûte cher quand même, mais ça veut dire qu'à la marge, ça leur coûte pratiquement rien, quoi. D'octroyer des prêts. Donc ça, c'est des évolutions. Je crois que tout à l'heure, on discutait effectivement les évolutions. Ça va très, très vite. Tout ça, ça va aller extrêmement vite. Et ces entreprises, on les données. En France, 80% des données, en Europe, 80% des données des consommateurs français ou européens vont aux États-Unis, en gros. D'accord ? Eux, ils ont les données. Toutes ces entreprises ont les données, ont beaucoup d'expertise. Ils engagent. Vous regardez Google ou toutes ces boîtes, ça devient de plus en plus des universités. Ils engagent des chercheurs de très haut niveau à des salaires très élevés et ils ont toutes les connaissances. Et enfin, ils ont un cash illimité. Bon, vous mettez tout ça ensemble, vous commencez un peu à vous inquiéter sur ce qui va se passer demain. Oui, une question sur la monnaie, puisque vous avez commencé à en parler à propos des crypto-monnaies, qui est la suivante. Dans le passé, on se souciait beaucoup de la question de savoir si les banques centrales ne finançaient pas trop l'État. Les lois prévoyaient même de limiter assez strictement les avances que les banques centrales pouvaient faire aux États. Depuis le quantitative easing, les banques centrales ont accumulé des quantités industrielles de créances sur leurs États respectifs.
les plus avancés sont les Japonais. Je crois que la Banque centrale du Japon doit détenir plus de 60 ou 70% des émissions de dette du Japon, qui représentent 240% du PIB japonais. Mais la Fed est très avancée dans ce domaine et la Banque centrale européenne s'y est mise à son tour avec le quantitative easing. Alors, est-ce que, à votre avis, cette situation n'est pas de nature à poser à un moment un problème, notamment pour les pays dans lesquels, en plus, les déficits budgétaires ont été tels que la dette publique a déclenché, l'endettement public a déclenché un déficit des paiements courants, les États-Unis, où il y a actuellement à la fois une quantité de monnaie détenue par la Banque centrale et un besoin de recourir en permanence à l'épargne étrangère, puisqu'il y a un énorme déficit des paiements courants. Oui, je crois que d'une certaine manière, vous avez déjà répondu un petit peu à la question. C'est-à-dire que ce qu'on voit systématiquement, c'est effectivement une négligence, une nonchalance par les périodes fastes, où on fait pas attention d'ailleurs aux banques aussi, c'est arrivé dans les années 2000, on fait pas attention à l'État lui-même, et on fait pas attention effectivement aux prêts immobiliers comme en Espagne ou aux États-Unis, on fait pas attention à ceci, à cela, et on fait pas attention aussi aux autres pays européens en Europe. Donc on crée des crises financières, qu'elles soient étatiques ou qu'elles soient bancaires, et après il faut faire quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Là, on a tout de suite un choix qui est mauvais, quel qu'il soit. Parce que, en fait, il faudrait pouvoir empêcher ça. Il faudrait faire beaucoup plus attention dans les périodes fastes. Et dans les périodes fastes, finalement, tout le monde s'en moque. Et c'est ça un petit peu le problème. Après, quand on est dans cette difficulté, on a le choix entre apporter beaucoup de liquidités, faire tomber les taux d'intérêt, et effectivement se mettre à faire du quantitative easing et de rachat de la dette. Et donc, c'est une situation où bien on ne réagit pas à la crise financière, ou bien on tombe effectivement dans les travers que vous mentionnez, avec le problème que on devient une planche à billets pour finalement les États, petit à petit, et une facilitation, parce qu'on voit très bien aujourd'hui les régimes populistes, comme en Italie ou aux États-Unis, effectivement, faire des déficits importants ou vouloir faire des déficits importants, revenir sur les réformes, etc. Et d'ailleurs, tous les populistes à travers le monde demandent juste ça. Et donc, ça pose un gros problème. Ça pose aussi un gros problème pour l'indépendance des banques centrales, qui déjà est remise en cause. Elle est remise en cause par Donald Trump, elle est remise en cause par Modi en Inde, elle est remise en cause par tous les populistes en Europe. En Russie, il y a une indépendance, mais elle est déjà violée, etc., etc. Donc, on voit partout que la Banque centrale, l'indépendance de la Banque centrale est de plus en plus remise en cause ou violée, avec ce danger fondamental qu'on a besoin d'indépendance de la Banque centrale, à la fois pour contenir l'inflation, parce que c'est comme ça qu'on a réussi à contenir l'inflation, et aussi pour, maintenant qu'elles font de la réglementation prudentielle, aussi pour avoir une absence d'intervention de l'État dans la réglementation, dans la supervision prudentielle, qui autrement risque de poser des gros problèmes. Et d'ailleurs, on le voit partout, tous les régimes populistes demandent à leurs banques d'octroyer des prêts à X et Y, de financer l'économie, etc., parfois contre l'intérêt public. Et donc ça pose un danger. Moi, personnellement, j'étais assez inquiet en 2015 quand la BCE a essayé d'être un peu plus dure avec la Grèce. Il y a eu ce référendum. Imaginez que la Grèce soit effectivement sortie de l'euro et de l'eurozone suite au référendum, ce qui n'a pas été le cas, heureusement. Ça aurait été une catastrophe en Grèce. Ça aurait été aussi une catastrophe dans notre pays, parce qu'on aurait bien vu qu'effectivement, il y avait des dettes qui ne seraient pas remboursées, puisque la Grèce aurait fait défaut immédiatement et les banques grecques auraient fait défaut immédiatement. Donc, évidemment, dans nos pays, on aurait vu l'argent qu'on a perdu officiellement. Et puis, en Grèce, ça aurait été une panique totale, avec des problèmes considérables à la fois de production et d'équité. Et qui on aurait blâmé à ce moment-là ? On aurait blâmé la BCE. Au lieu de blâmer les pays européens, on aurait blâmé la BCE, parce que techniquement, ceux qui retirent la prise, c'est la BCE.
Et donc là, l'indépendance aurait pu être compromise. Mais plus généralement, aujourd'hui, et c'est là que Michel Pébreau en vient d'une certaine manière, aujourd'hui, les banques centrales européennes, pour soutenir l'activité, ce que je peux comprendre, aussi, finalement, financent les États et deviennent des agences fiscales. Le domaine fiscal, de façon classique, et du domaine du politique, n'ont pas des autorités indépendantes. Et donc, ça peut renforcer la possibilité que l'indépendance des banques centrales soit supprimée. On va prendre une dernière question. Je crois qu'il y en a une là. Et avant la conclusion. Bonjour, je suis étudiante en M2 en droit des affaires, secteur financier, dirigé par M. Neuville. Et je suis intéressée par votre 8e recommandation concernant le renforcement des universités françaises. Et je me demandais quelles étaient les hypothèses qui vous ont mené à ordonner la consigne « On ne doit pas donner d'argent sans gouvernance méritocratique ». Je ne sais pas, il faut regarder un peu les performances des universités françaises. On a beaucoup de talent en France, c'est ça qui est un peu déprimant, c'est qu'on a beaucoup de talent. Et puis, finalement, on voit que les universités ne sont pas du tout au niveau mondial. Dans toutes les comparaisons, ils sont vraiment assez loin au niveau mondial. Et qu'en plus, elles ne créent pas beaucoup d'activités économiques en elles-mêmes. Alors, on n'est pas trop mauvais pour ce qui est dans la recherche, de la recherche fondamentale. Mais encore, à travers certaines structures. Parfois, ça va être l'INSERM, parfois, ça va être le CNRS, dont, ceci dit en passant, les chercheurs, souvent, sont aussi en poste à l'étranger, les meilleurs chercheurs, etc. Parfois, ils ne sont pas toujours en France. Et ça pose des problèmes. On a des problèmes à différents niveaux. On a des problèmes de l'université. Moi, depuis très longtemps, je dis qu'il faut de la sélection à l'université. Ça me paraît tout à fait important aujourd'hui. Une personne qui rentre dans l'université a 60% de chance d'en sortir sans diplôme dans les 3 ans qui viennent. C'est un gâchis fondamental. On ne joue pas notre rôle de service public. Et je le dis, je travaille dans une université, c'est mon choix. Je suis pro-université, mais nous ne faisons pas notre devoir de service public. Pour plusieurs raisons, et une des raisons, c'est qu'on ne peut pas sélectionner. On admet la sélection dans notre monde dual, une sélection effrénée au niveau des grandes écoles, et une comparaison très claire de ces grandes écoles. Mais par contre, dans l'université, on maintient, comme on fait d'ailleurs dans l'école, d'ailleurs, avant même l'université, cette fiction que toutes les universités se valent. Ce n'est pas du tout vrai. Et que tous les étudiants se valent aussi. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui sont des bons et des mauvais. Ça veut dire simplement qu'il y en a qui sont mal préparés et d'autres qui sont bien préparés. D'ailleurs, on le voit très bien. Quelqu'un qui va à Pierre de Fermat ou Henri IV n'a pas forcément la même préparation que quelqu'un qui vient d'une zone rurale ou une ZEP. Et il faut bien le dire. Il faut avoir le courage de le dire. Maintenant, on peut faire ce qu'on fait actuellement, de sacrifier ceux qui viennent des zones rurales, d'une zone rurale ou d'une ZEP, en disant vous êtes aussi bon et vous allez dans une université, etc. Et puis de toute façon, vous allez échouer. On peut faire ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Ou on peut avoir quelque chose de mieux avec une sélection et des passerelles qui permettent effectivement aux gens de progresser quand ils sont mieux préparés. Bon, ça c'est une des choses qu'on peut faire, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire. Il faut aussi décentraliser. On a une loi d'autonomie de 2008, mais il faut aller plus loin. Et il faut responsabiliser, mesurer. Les Français se sont toujours opposés à un classement européen des universités, par exemple. Vous êtes étudiant, vous dites « je vais où ?» Moi, je ne sais pas comment vous faites. Moi, je ne sais pas. Les grandes écoles, on sait. Il y a un classement de 1 à 1,50 ou 1 à 100 qui n'a pratiquement pas changé depuis 200 ans. On sait très bien ce que c'est. Les universités, vous demandez aux gens, est-ce que l'université de votre région est bonne dans le domaine, un des 40 domaines scientifiques? Les gens n'ont absolument aucune idée. Il n'y a aucun classement, personne ne vous... Et les Français se sont toujours opposés à ça. Ce n'est pas très bon pour les étudiants, parce que les étudiants ne savent absolument pas où ils mettent les pieds. Donc ça, c'est une chose. Il faut qu'on prenne un peu nos responsabilités, qu'on accepte d'être évalué en tant que prof, en tant que département, en tant qu'université.
et qu'on ait aussi un peu plus de concurrence entre universités. Et je terminerai là-dessus, parce que je sais que le déjeuner arrive bientôt. L'idée qu'on veut faire des universités mammouths, des universités de 100 000 étudiants, c'est ce qu'on est en train de faire en France, ça n'a aucun sens. Et ça, je le dis franchement, ça n'a aucun sens. De nouveau, on ne va pas servir le public de cette manière. Premièrement, parce qu'elles sont ingouvernables. Deuxièmement, parce qu'on demande à l'université de tout faire. À l'étranger, vous avez Harvard et le Community College. C'est pas du tout la même chose. Ça n'empêche pas que des gens peuvent, après, par les passerelles, après monter dans la qualité de l'université. C'est possible. Mais vous ne demandez pas de faire la massification de l'enseignement supérieur et aussi de faire la recherche de pointe. C'est pas possible. Donc, et vous allez à Toulouse, et encore une fois, je ne vais pas me faire que des amis ici, mais c'est vrai qu'il y a des qualités différentes. Vous avez beaucoup de gens excellents à Toulouse, vous avez des gens qui font de la recherche, vous avez des gens qui sont excellents dans l'enseignement, ce qui est valorisé aussi, ce qui est important, il n'y a pas que la recherche. Mais il faut essayer de mesurer les performances à droite à gauche, et puis pas penser tout le temps qu'on a toujours la même qualité partout et que tous les étudiants sont préparés de la même manière, etc. Il s'agit de faire face à la réalité pour remplir notre rôle de service public.